Voilà, donc vous avez donc vu le début de Conspi Hunter, comment nous avons piégé les complotistes. Je suis venu avec plein de petites cartes qui vous permettront d'aller sur Spicy et de regarder ce film. Parce que contrairement à tous les contenus dont on a parlé auparavant, celui-là il est payant. Et ouais, c'est un truc de fou furieux, c'est de dire que finalement les journalistes, faut les payer. Et l'information, c'est un coût. Et c'est justement l'immense problème auquel on fait face aujourd'hui. C'est que, par définition, les choses qui demandent du temps, d'enquête, du travail, de la réflexion, peut-être même un tout petit peu d'intelligence, ça a un coût. Et face à ce coût, eh bien, la nouvelle mécanique, elle est d'aller chercher de l'information gratuitement. Et ma conviction personnelle est qu'à part sur les services publics d'information qui ne sont pas gratuits, nous y contribuons par l'impôt. À chaque fois qu'on s'informe gratuitement, on prend un énorme risque d'avoir une qualité à la hauteur du prix qu'on a payé. C'est-à-dire que si on mangeait des tomates gratuites chez Franprix, eh bien, elles seraient dégueulasses. Et là, c'est un petit peu la même chose qui se passe avec l'information. Pourquoi je me retrouve devant vous aujourd'hui alors que je suis journaliste d'investigation et que j'ai pas grand chose à faire là? Il se trouve que on a eu cette idée un peu débile en 2015 de piéger les complotistes. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que ça a un petit peu marché. Ça a un petit peu marché, et notre démarche d'inventer un mensonge, de le présenter sans dire trop ce que c'était, ça a inspiré beaucoup d'enseignants qui avaient tout un tas de problèmes dans leur classe, avec une jeunesse qui avait décidé de s'affranchir des chemins traditionnels d'accès à l'information. En tout cas, d'utiliser de nouvelles manières d'accéder à l'information. Des manières qui sont bien entendu les réseaux sociaux, l'utilisation d'Internet. Et dans un moment de la vie où on se pose plein de questions et où on doute et où c'est bien légitime de douter, et moi, le journaliste, je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas douter, au contraire, on se retrouve assez rapidement confronté à un nouveau paradigme qui est qu'on se pose plein de questions. Le problème, c'est pas qui pose la question, mais qui donne la réponse. Et à partir du moment où la personne qu'on interroge le plus souvent aujourd'hui, c'est un ordinateur, et que cet ordinateur, c'est Google pour 95% des êtres humains de la planète, qui sont informés à travers du moteur de recherche de Google, tout à l'heure on a dit pourquoi est-ce qu'on voyait tel type de résultat quand on fait une recherche. Moi je ne pourrais pas vous dire. J'adorerais pouvoir vous dire quels sont les critères utilisés par les moteurs de recherche ou par les réseaux sociaux pour expliquer ce que vous voyez passer ou ce que voient passer ces jeunes qui s'informent sur ces réseaux. Ils s'informent d'ailleurs de manière très individuelle, et si on a dit tout à l'heure qu'on ne savait pas ce qu'ils regardaient et que personne ne savait ce qu'ils regardaient, en fait si, il y a quelqu'un qui sait. Et ce quelqu'un, c'est Google, encore une fois. Puisqu'il se sert de tout ça pour établir des profils psychologiques sur les individus, et que de ces profils psychologiques sur les individus, il va décider de faire de l'argent, puisque c'est son seul intérêt. Son seul intérêt, c'est de gagner de l'argent. C'est pas du tout de nous radicaliser, de nous emmener sur telle ou telle idéologie politique, ou de nous amener à devenir plus violents. Voilà. La seule chose que ces réseaux ont compris depuis une quinzaine d'années, c'est que la violence, l'émotion, ça marchait mieux que l'intelligence et la réflexion. Et donc, si on pouvait nous maintenir en permanence sur Facebook avec des petits chats marrants, on le ferait. Mais il se trouve que les croix gammées et les images de Daesh, ça marche mieux. Donc, c'est une terrible logique économique, terrifiante. Je vous vois hocher la tête, c'est ma position, je viens de voir de vie. C'est l'horreur du monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est que, sous couvert d'une possibilité exceptionnelle d'information, d'un accès à la connaissance comme jamais l'humanité n'en a connu, on a retourné le paradigme en donnant à des multinationales étrangères la possibilité non seulement de désinformer la totalité des populations, mais surtout de le faire en gagnant énormément d'argent et sans respecter les lois de notre pays. De notre pays et des pays voisins en l'occurrence.
Et tout ça pose un immense problème. Nous, si on a essayé de s'attaquer à tout ça, c'est parce que durant l'année 2014, m'infiltrant dans des groupuscules d'extrême droite, j'avais constaté une espèce de parallèle entre ce que je lisais sur Internet, dans les milieux complotistes, et ce que j'entendais dans ces familles politiques-là. Et moi qui viens de l'antifascisme, comme militant, adolescent, hein, parce que moi aussi j'étais un ado con qui voulait faire des trucs et tout, enfin, voilà. Hein, comme tous ceux qu'on voit aussi maintenant dans les classes et dans les séances de travail. Et du coup, moi, c'est quelque chose qui m'a personnellement beaucoup touché. Et donc, on a essayé de trouver une réponse à tout ça. Et la réponse, c'est pas nous qui l'avons trouvée. Même si je suis obligé de le penser parce que c'est mon métier, en fait, on ne change pas vraiment le monde un film à la fois. On essaye et on met toute son énergie là-dedans, mais la réalité, c'est que la seule manière de lutter contre tous ces phénomènes de désinformation, contre ces réseaux sociaux qui sont en train de ficher en l'air à la fois le vivre ensemble et nos démocraties, c'est l'éducation. Et c'est l'esprit critique. Et donc, à la demande d'enseignants, je me suis rendu dans plein de classes. Aujourd'hui, je vais être j'ai perdu le compte, 127e ou 128e intervention que je fais depuis janvier 2007, à la fois auprès de collégiens, auprès de lycéens, à l'université et aussi en milieu pénitentiaire. Alors j'interviens plutôt avec des adultes qu'avec des mineurs, mais il ne faut jamais dire fontaine, et je ne pensais pas me retrouver un jour devant vous. C'est pas totalement impossible qu'un jour je travaille avec des mineurs en prison. Je ne pensais pas travailler en prison du tout avant l'année dernière et les premières sollicitations que j'ai eues là-dessus. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait quelque chose qui n'est pas très bien. On ment aux enfants. C'est-à-dire que les séances que j'organise sont des séances dans lesquelles les enfants ne savent pas du tout ce qu'on va faire. Ils savent qu'un journaliste va venir et qu'on va regarder des vidéos. On ne leur dit pas du tout de quoi il s'agit. Et on regarde une petite vidéo qui dure 7 minutes 30, que je tiens à votre disposition en contrepartie d'un engagement de votre part à ne pas la diffuser sur Internet, bien entendu, mais qui est un film complotiste qu'on a fait nous-mêmes et qui raconte que le sida a été inventé par la CIA pour s'attaquer aux Cubains, qu'on a inoculé le sida de lui au Che Guevara, qu'il l'a répandu en Afrique en allant faire la révolution, et que pendant cette période de l'embargo qui était liée à cette question du sida, sans le coup de sa Chine, les Cubains ont trouvé le vaccin contre le sida. Et que la fin de l'embargo de 2015, Barack Obama et Raúl Castro qui se serrent la main, tout ça c'est un immense mytho, et ça ne sert qu'aux multinationales de la santé à aller voler le vaccin au peuple cubain qui restera la victime dans cette histoire. Ce petit film, quand on le montre en classe, on a grosso modo tout le temps la même réaction, quel que soit l'âge. Et c'est bien normal. Ils y croient. Ils y croient aussi parce que leur enseignant ou quelqu'un, un adulte, quelqu'un de sérieux, à qui on peut faire confiance, fait venir un journaliste professionnel, souvent de Paris, très loin, là. Et donc du coup, on joue de ça. Et pourquoi on joue de ça? Parce qu'en fait, la croyance à toutes ces théories du complot, ces fake news, ces récits parallèles, alternatifs, ces autres vérités, ces mensonges, on n'y tombe pas parce qu'on est convaincu par des arguments. On n'y tombe pas parce que rationnellement on se met à avoir ce savoir-là. On y tombe émotionnellement. Et parce qu'on y tombe émotionnellement, la seule manière de lutter contre ce truc-là, c'est de créer un espèce de réflexe, justement, émotionnel. Et donc, il faut les coincer. Et donc, pour l'instant, c'est la seule manière, la seule méthode qu'on a trouvée. Et une fois qu'ils ont compris qu'ils s'étaient fait berner, on s'excuse. Déjà. Parce que c'est quand même important. La séance commence par l'établissement de 3 règles qu'on doit respecter tous ensemble. La liberté, voilà, vous pouvez dire ce que vous voulez, le respect, vous allez respecter les autres, et l'honnêteté. Et tout de suite, paf, on met un mensonge. Donc,
il y a ce truc-là. Mais finalement, moi au début, je n'étais pas très à l'aise avec ça, et maintenant je le suis beaucoup plus. Parce que c'est la seule manière d'agir. Et c'est la seule manière d'agir, à mon sens, pour créer, sur un temps très réduit, parce qu'on n'a jamais des dizaines d'années pour travailler sur ces questions-là, et pour reprendre l'ascendant. Et ouais. Du coup, vous êtes l'adulte qui avait piégé les jeunes. Et du coup, vous les connaissez mieux que moi, il n'y a rien de pire pour un adolescent que de se faire piéger par un adulte devant ses copains. Il ne veut surtout pas que ça recommence. Et donc, en bienveillance, et pas du tout en expliquant qu'ils ont été nuls, qu'ils se sont fait avoir ou quoi que ce soit. Moi, j'assume totalement, je prends tout sur moi. Vous vous êtes fait avoir, c'est ma faute. Aujourd'hui, c'est ma faute. Mais demain, c'est pas ma faute, je suis pas là. Et vous voulez pas que ça recommence. Donc, comment on fait? Et là, du coup, s'installe une discussion vachement apaisée, souvent bouleversante, qui ne parle pas du tout du 11 septembre, de est-ce qu'on a marché sur la Lune ou quoi que ce soit, mais non, de nos manières de réfléchir, de nos manières de voir le monde, de nos représentations. Et du coup, en utilisant cet ascenseur émotionnel, et en ne parlant surtout pas du fond, mais en parlant en permanence de la manière de réfléchir, de la manière de penser, on arrive à créer un dialogue, qui est quand même la première étape. En vrai, s'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de possibilité derrière de transmettre quoi que ce soit. Et s'il n'y a pas cette porte-là qui est fermée à double tour, on n'arrive pas à l'ouvrir un tout petit peu, ça devient très difficile. Moi, je ne crois pas du tout avoir la possibilité ou la capacité de faire changer d'avis des jeunes sur ces questions-là. Je ne crois même pas que ce soit mon rôle. Mon rôle, c'est pas de leur dire tu penses bien ou tu penses des conneries ou tu penses des choses vraies. Mon rôle, c'est de dire pourquoi tu penses et pourquoi tu penses ça et comment t'en es venu à penser ça et quel chemin t'as suivi pour arriver à penser ça. Et dans ce travail-là, bien sûr, on vient poser tout un tas de questions, on vient s'interroger sur qui me parle, d'où on me parle, quel type d'éléments j'ai à ma disposition afin de vérifier l'information, de vérifier que ce qu'on me dit est bien ce qu'on me dit. Et justement, c'est extrêmement difficile pour nous, adultes, qui avons un background, une expérience, des réflexes, une connaissance, un savoir. Imaginons, nous, débarquant à 16 ans dans un univers qui en plus utilise à notre insu tout un tas de facteurs psychologiques sur nos propres faiblesses, sur nos propres biais cognitifs inconscients et joue dessus en permanence. On a nous-mêmes beaucoup de mal à y résister. Comment est-ce qu'on veut imaginer que les jeunes soient capables d'y résister? C'est pour ça que moi je crois qu'il y a en fait un vrai message à donner, c'est qu'il faut se déconnecter. Il faut absolument se déconnecter. Et je vais juste rappeler le fait que Steve Jobs, qui a inventé tous ces outils qu'on a tout le temps sur nous, il les interdisait à ses enfants avant qu'ils aient 14 ans. Parce qu'il savait ce qu'il y a dedans. Et que tous les spécialistes qui ont eu accès aux algorithmes internes de ces machines l'expliquent. Ces machines sont faites pour capter notre attention. Et elles ne reculent devant rien pour capter notre attention. Donc, on est dans un combat qui est extrêmement déloyal et sur lequel j'aimerais bien que la solution ne vienne que de nous, qu'elle ne vienne que de nos propres comportements, qu'elle ne vienne que, grosso modo, de nos petits accidents de vertu. Mais la réalité est tout autre. Et si notre combat auprès des plus jeunes, afin d'essayer de distiller cet esprit critique, d'essayer de distiller cette possibilité de vivre ensemble, il faut aussi admettre, je crois, l'idée qu'il va falloir plus que ça. Il va falloir aussi interpeller nos représentants. Il va falloir interpeller ceux qui nous gouvernent pour qu'ils soient capables, eux, de poser des limites à cette espèce d'entreprise un peu dément qui existe depuis 15 ans. Juste mettons-nous quand même dans quelque chose. Il y a 15 ans, Facebook n'existait pas. Aujourd'hui, c'est 2,5 milliards d'utilisateurs. C'est plus d'adeptes que le christianisme. Ok? On se remet dedans.
plus d'adeptes que le christianisme. Et je vous jure, on va beaucoup plus souvent sur Facebook qu'on allait à l'église. Et je vous jure un autre truc, c'est que Facebook en sait vachement plus sur vous que votre confesseur de l'époque. Et ça, c'est quelque chose qui modifie profondément la manière, non pas uniquement dont on va s'informer, mais la manière dont on va être capable de vivre ensemble. Et je voudrais vous parler d'un autre film que j'ai fait, qui est sorti au mois de juin, qui s'appelle La Nouvelle Fabrique de l'Opinion. J'ai décidé, pour essayer de voir comment est-ce que ça se passait pendant une période d'élection, de créer des faux profils sur Facebook. Ouais, j'adore ça. J'adore créer des fausses identités et tout, m'infiltrer, j'adore ça. Et donc on a créé 6 profils, chacun de ces profils avait une couleur politique. Chacun de ces profils était animé par un étudiant de l'école de journalisme de Sciences Po, à Paris. Et on a suivi les 3 derniers mois de la campagne électorale des Européennes 2019 pour voir ce que Facebook nous montrait. Sur ces 3 mois, 90 jours, les élèves ont ausculté leur Facebook et les 10 premières publications qu'ils voyaient passer. On n'a pas une seule publication qui est commune aux 6 univers. Pas une seule publication qui est commune aux 6 univers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 6 jeunes qui ont potentiellement la même sociologie, qui vivent dans la même ville et qui suivent grosso modo les mêmes médias, les mêmes groupes, les mêmes films, les mêmes choses d'un point de vue culturel, et qui vont à aucun moment voir passer la même information. Souvent, quand je vais dans les classes ou quand je vais dans les prisons, j'essaie d'utiliser une image. On va dire que sur l'une de ces tables qui a, de manière totalement hasardeuse, une forme de triangle, mais vous l'avez remarqué comme moi, sur cette table en forme de triangle, on va imaginer qu'on met les faits. Et que si on devait raconter ce qui se passe dans cette pièce-là, eh ben on pourrait dire qu'il y a une caméra sur un trépied, qu'il y a 2 hommes sur la scène, qu'il y a une femme derrière un pupitre, qu'il y a X chaises qui sont de couleur, je dirais rouge et orange, mais comme je suis daltonien, j'ai toujours un peu peur, qu'il y a X projecteurs, et que tous ces éléments-là, on les met sur la table. Tous ces éléments sont les faits. C'est ce qu'on partage. C'est pas la vérité, c'est les faits. La vérité, c'est notre interprétation des faits. Et chacun a sa propre vérité. Et même si ça me gêne beaucoup, il faut accepter cette idée-là. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette table-là, sur laquelle on met les faits, et sur laquelle on met ce qu'on partage, donc ce qui nous permet de discuter, de débattre, et à la fin de vivre ensemble, il y a quelqu'un qui est venu qui l'a foutu en l'air. Et en remettant la table en place, elle s'est morcelée en plein de morceaux. Autant de morceaux qu'on est de gens présents dans la salle. Et chacun d'entre nous voit un tout petit morceau de la table et absolument pas la totalité. Moi je crois que c'est pas possible de vivre ensemble dans ces conditions-là. Et qu'il y a un moment où cette espèce de morcellement permanent, cette individualisation totale de tout ce que nous faisons dans la vie, ça a des conséquences terribles, ça a des conséquences terrifiantes. Et moi ça me touche sur la partie de l'information. Parce que finalement, une information saine et de qualité, c'est ce qui permet d'avoir des discussions, des débats, et donc à une démocratie de fonctionner. Si on n'a pas ça, ça ne peut pas marcher, quoi. Si on est là en train de discuter et que monsieur me dit que la Terre est plate et que moi je lui dis que la Terre est ronde, on ne va pas trouver grand-chose en commun sur la table. Et si on n'a pas ça, on ne peut pas vivre ensemble. Au bout d'un moment, on va commencer à se foutre sur la gueule. Parce qu'il y en a un qui voudra avoir raison plus que l'autre et qu'il y a ce combat qui va s'installer aussi. Et je crois que là, par rapport à ce qui a été dit auparavant, et justement à tous ces jeunes qui vivent extrêmement sollicités en permanence par ces images de violence, il y a aussi ce morcellement-là qui s'installe. Et que dans ce morcellement-là, dans cette incapacité à partager quelque chose qui nous serait commun, il y a aussi l'impossibilité à vivre ensemble, et l'impossibilité à vivre ensemble, à un moment, c'est aussi le passage à l'acte violent. C'est aussi la sortie du cadre collectif. Et je crois que sans faire un lien direct entre tout ça, les choses sont beaucoup plus compliquées. Au contraire, c'est pas blanc ou noir, c'est très gris. Il y a même 50 nuances de gris. Non, je ne vais pas vous la faire ici quand même. Mais je crois qu'il faut comprendre que on est dans une situation où on a perdu une partie, non pas de notre souveraineté en tant qu'État, mais en tant qu'individu. On l'a aussi perdu en tant qu'État, bien entendu, mais
en tant qu'individu. Et on l'a d'autant plus perdu qu'on est persuadé d'être à la fois l'alpha et l'oméga de ces outils qui nous suivent partout et que nous avons partout, que nous avons avec nous en permanence. Et je crois que dans cette espèce d'immense bouleversement des sociétés humaines, c'est absolument dément d'imaginer que 2,5 milliards de personnes sur notre planète sont sur le même lieu de conversation. Ils ne se verront jamais, ils ne se parleront jamais. Mais les règles de la conversation sont déterminées en secret et à notre insu, et sans qu'on puisse vérifier quoi que ce soit, par une entreprise. Et je crois que dans un pays comme la France, c'est quelque chose qui ne correspond pas du tout à nos habitudes, ça c'est sûr, mais qui ne correspond surtout pas du tout au pays dans lequel on a envie de vivre tous ensemble. Et je crois qu'à un moment, ça sera très très difficile. Pour reprendre un petit peu le fil de l'après-midi, dans ces discussions avec les jeunes, le seul vrai conseil que je peux donner, c'est de jamais répondre aux questions. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vous pose une question, quand vous voulez parler de ces questions-là, quand vous voulez aborder les questions de rapport à l'information, mais que vous avez un jeune qui vous dit « Ah ouais, monsieur, mais le 11 septembre, c'est chelou. » Mais pourquoi tu penses ça? Qu'est-ce que tu as lu? Comment t'en es arrivé à penser à ça? Et est-ce que les éléments qui t'amènent à penser que le 11 septembre, c'est une arnaque, un coup de je sais pas qui, est-ce que tu as suffisamment d'éléments concrets pour penser ça? Et en fait, en interrogeant en permanence, on pousse l'autre à réfléchir. On pousse l'autre à prendre un tout petit peu de temps. Et donc, du coup, on crée cette possibilité pour cette discussion, ce débat, et à la fin, pour vivre ensemble. Dans ces séances, l'objectif, c'est d'essayer de donner des conseils très concrets pour ceux qui voudront vérifier une information le jour où ils voudront la vérifier. Il ne faut pas imaginer qu'ils vont vérifier les informations non plus. Je pense qu'il faut être assez... Il y a tout un tas d'études sociologiques qui ont été faites aux États-Unis pendant la campagne de 2016 qui montrent que l'immense majorité des fake news sont partagées par des adultes, notamment de plus de 60 ans. Et donc, je ne suis pas certain que l'idée que les citoyens vont tous se transformer en hyper fact-checkers, en vérificateurs de l'info, moi j'y crois pas beaucoup. Mais je crois au réflexe et je crois au bon sens. Et donc, au-delà de ces 5 questions qui sont vraiment la base de la base du fact-checking, est-ce que c'est signé? Est-ce que c'est daté? Est-ce que c'est sourcé? Est-ce que c'est recoupé? Est-ce que c'est contextualisé? Il y a un certain nombre de petits réflexes. Alors, tourner 7 fois la main au-dessus de la souris avant de cliquer, ça c'était pour le tout début des expériences, quand il y avait encore des souris pour être sur les ordinateurs. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'essayer d'interroger leur propre représentation. Et grosso modo, de rappeler ce que vous savez mieux que moi, mais que quand Descartes s'enferme dans son poêle pour essayer de réfléchir au monde, il ne remet pas en cause le monde, mais sa propre vision du monde. Et c'est justement là-dessus qu'il faut essayer, que moi j'essaie de travailler. Et donc, l'une de mes questions préférées, c'est pas est-ce que vous pensez que le 11 septembre c'était des Américains, mais quand vous étiez à l'école, que vous aviez une bonne note, c'était grâce à quoi? Ouais, c'est parce que j'ai bien travaillé. Ah, c'est parce que je suis intelligent, ouais. Mais quand vous aviez une mauvaise note, c'était pourquoi? Ah, c'est la prof, ouais, c'est qui? Ouais, c'est à cause de ça, ouais. Et du coup, tout ce qui nous arrive de bien, c'est grâce à nous. Tout ce qui nous arrive de mal, c'est à cause des autres. Dire ça comme ça paraît très basique, mais en fait, quand on rapproche ça à une vision du monde, à une vision de la société qui nous entoure, on
on arrive assez rapidement sur la logique narrative des théories du complot, sur la logique de la conspiration contre les gens qui est devenue extrêmement répandue aujourd'hui sur tous ces réseaux, à la fois sociaux et pas sociaux. Mais du coup, en interrogeant nos propres représentations et en interrogeant leurs propres représentations, on essaie de trouver des manières un peu décalées de répondre à ces problèmes-là. Pourquoi des manières décalées ? Parce qu'à force de se retrouver coincé par des gosses de 14 ans qui ont plus d'arguments que nous sur la chute des 2 tours à Manhattan le 11 septembre 2001, en fait ça énerve, ça énerve beaucoup, moi ça m'énerve beaucoup. Donc du coup, quelque part, je refuse de discuter du fond des choses. Et même si ça peut paraître très bizarre, en fait, je crois que c'est une manière beaucoup plus intelligente d'aborder ces problématiques-là. Je le dis d'autant plus que c'est pas mon idée à moi, que je peux rendre à Eliane Zivkovic dans Perdu en budget, dans l'Inde, qui est une enseignante, qui est la première à m'avoir fait venir en classe et avec qui j'ai beaucoup réfléchi sur toutes ces questions-là, qui me disait ça, qui me disait que le vrai problème, c'est pas tant d'arriver à répondre aux questions parfois saugrenues que lui posaient les élèves, c'était d'arriver à comprendre pourquoi ces questions arrivaient sur la table. Et d'arriver à comprendre comment est-ce que 20% des Américains, par exemple, sont persuadés que la Terre est plate. 9%, c'est 20%, c'est les Illuminati. Mais du coup, comment est-ce qu'on en arrive à des trucs comme ça, quoi ? Pour plein de raisons, parce qu'il y a des gens très mal intentionnés quand on fait un business, ça c'est sûr, mais aussi parce que quelque part, notre chemin d'accès à l'information, il passe par toutes ces plateformes dans lesquelles les choses les plus choquantes, les plus violentes, les plus perturbantes sont poussées par les algorithmes. Et donc, fatalement, le spécialiste de la NASA qui sait que la Terre est ronde, il ne va pas vous faire 12 blogs, 72 tweets, 25 pages sur Facebook, 3 chaînes YouTube pour vous expliquer tout ça. Il s'en fout. Il a un vrai boulot déjà, lui, ce qui change quand même un truc. Donc il n'a pas le temps de faire tout ça. Et voilà. Et le problème, c'est qu'un gosse de 14 ans, qui a vu 3 vidéos sur YouTube et qui va décider de créer sa chaîne, il va avoir beaucoup plus d'audience dans la société que notre spécialiste de la NASA. Et cette donne-là, mais je crois qu'on ne pourra pas, avec nos armes à nous, gagner. Et donc, je crois qu'il faut la refuser comme principe et arriver à faire respecter la loi française. Je veux juste rappeler quelque chose. En France, c'est pas possible de s'exprimer anonymement. C'est interdit. La loi française l'interdit. La liberté d'expression en France, ça n'existe pas. La liberté d'expression pure et totale, ça n'existe pas. Elle est conditionnée à tout un tas de choses, et notamment le fait que vous soyez identifiable. Pourquoi ? Parce que vous allez être tenu comptable des propos que vous allez tenir. Donc, moi, l'idée que ça serait absolument magique et merveilleux que n'importe qui puisse s'exprimer n'importe comment, y compris sous des fausses identités, ça me perturbe un peu. Et ça me perturbe d'autant plus que moi, je suis journaliste professionnel, journaliste d'investigation, et que j'ai jamais publié quoi que ce soit sans l'avis et la validation de mes rédacteurs en chef. Et je ne me suis pas senti censuré ou écrasé par une espèce de chape de plomb liberticide. Non, au contraire, ça rendait mon travail plus intelligent. Et je crois qu'il y a aussi cette dynamique-là qui joue contre nous aujourd'hui. Alors je ne veux pas empêcher les gens de s'exprimer, au contraire. Mon problème, c'est pas que les gens ne puissent pas s'exprimer, mais encore une fois, tout seul devant sa glace dans sa salle de bain, on peut s'exprimer. Mais justement, le problème, c'est que, alors j'ai pas trouvé de mot en français pour le traduire, mais la liberté d'expression, le free speech, c'est pas le free reach, le fait de pouvoir atteindre tout le monde de manière totale et sans aucune limite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pas parce qu'on a la possibilité de s'exprimer sur un réseau social comme on le souhaite qu'il faut accepter le fait que ces réseaux sociaux mettent à disposition des outils d'ultra-ciblage publicitaire qui permettent à leurs messages, y compris les messages de haine, les messages de violence, d'avoir plus d'audience que ce qu'ils n'auraient naturellement. Et justement, dans cette espèce de logique-là, il faut faire ce qu'on m'a appris à l'école de journalisme. Il faut suivre l'argent, follow the money, trouver l'argent. Et celui qui gagne de l'argent en faisant cette histoire-là, c'est lui le vrai responsable. Et donc aujourd'hui,
quand on entend que les réseaux sociaux vont laisser les hommes et femmes politiques mentir dans des publicités ciblées et qui mettront à leur disposition des super outils pour trouver les gens les plus sensibles à leurs mensonges et potentiellement gagner des élections en manipulant tout le monde, mais je crois qu'il faut savoir dire stop, quoi. Et à un moment, c'est plus possible de continuer comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un truc où, voilà, mais non, on a affaire à des mecs cool, avec des trucs à capuche, qui portent des crocs et fument des pétards dans la Silicon Valley, donc ils ont l'air vachement sympa. On m'interpelle souvent en me disant ah mais c'est Big Brother, mais Big Brother ça serait vachement mieux. On voit très bien qui c'est Big Brother et on sait tout de suite que c'est un méchant. On se serait tous levés contre ce truc-là et on aurait tous dit non. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Et moi ma crainte c'est que je suis pas certain qu'on puisse revenir en arrière. C'est-à-dire que on parle beaucoup de post-vérité et oui c'est sûr qu'il y a on vit dans une société de la post-vérité. Mais en vrai de vrai, on vit surtout dans une société de la post-privacy, de la fin de la vie privée. En fait, la vie privée, c'est fini. Juste, on s'en est pas rendu compte. Et quand on n'a plus de vie privée, ben, on ne peut plus être libre. On ne peut plus exister en tant qu'individu, parce que si tout ce qu'on fait est monitoré en permanence, eh ben, on ne peut plus faire ce qu'on veut faire. Parce que le regard de la société, parce que... voilà, et je crois que les plus jeunes qui sont rentrés dans ce monde-là sans même avoir connu celui d'avant, ben, ils sont encore plus impactés par tout ça. Aujourd'hui, on estime qu'un gamin à l'âge de 13 ans, qui n'est même pas encore inscrit sur les réseaux sociaux, a déjà 1300 photos de lui stockées sur Internet. Merci les parents, au passage. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, potentiellement, dans une dizaine d'années, des algorithmes seront capables de calculer sur ces 1300 photos avant l'âge de 13 ans, combien de photos, sur combien de photos vous aviez un livre, vous étiez en train de lire. Et qu'en fonction de ce chiffre-là, on va vous donner une note, et qu'avec cette note, on va établir si vous allez ou pas à l'université. Je crois qu'ils ne comprennent pas du tout ce truc-là. Ils ne mesurent pas du tout le fait que, par exemple, la manière dont vous renseignez votre carnet d'adresses dans votre téléphone est l'une des données les plus prisées aujourd'hui, parce que quelqu'un qui remplit bien son carnet d'adresses avec prénom, nom, email et tout, et vous avez, si vous remplissez bien votre carnet d'adresses, vous avez plus de 90% de rembourser vos crédits. Et je crois que si on considère que tous ces réseaux posent tout un tas de problèmes qui ont été évoqués auparavant, il y a aussi de la prévention à exercer sur, non pas les addictions, bien sûr il faut le faire, sur la violence, sur la radicalisation, oui, mais sur leurs propres pratiques numériques. Et sur le fait qu'ils sont les digital natives, qui ne comprennent rien du tout à ce qui se passe là-dessus. Alors ça, ils savent mettre des filtres sur Snapchat et tout, avoir des yeux, les oreilles du panda, là, ouais, ça, c'est super. Mais ils ne comprennent pas du tout l'univers dans lequel ils sont. Ils ne comprennent pas du tout qu'ils sont géolocalisés en permanence. Parce que par exemple, Snapchat, c'est de la géolocalisation en permanence. C'est très difficile de le décocher et d'arriver à ne pas être géolocalisé en permanence. Alors c'est très pratique pour les parents, j'ai tout un tas de copains qui m'ont expliqué ça. Ouais, je sais où est ma fille et tout, super. Vachement bien. Et tu te souviens quand on avait 18 ans et qu'on faisait des manifs anarchistes? C'est loin quand même tout ça. Mais c'est aussi l'une des problématiques dans lesquelles on se trouve aujourd'hui. Et je crois que là, ce qui nous permet aujourd'hui encore de vivre ensemble et d'arriver à travailler, à échanger, à discuter, c'est qu'on a encore des moments de vie, d'humain, de vrai, de contact, là, comme ça. Et je crois que le fait que tout le chemin de l'information se fasse de manière très individuelle, que dans le même temps, le chemin de la socialisation et donc de la politisation se fasse aussi de manière très individuelle. Et que tout ça se fasse sans qu'on ait aucune forme de visibilité
sur les critères utilisés par ces entreprises pour nous informer et nous socialiser, eh bien, ça doit nous pousser à tirer une espèce de gigantesque sonnette d'alarme. Et parce que c'est finalement ce qu'on a de plus précieux qui est en jeu. Ce qu'on a de plus précieux, c'est ça, c'est ces moments-là. Moi, j'imagine que vous préféreriez qu'on soit dans un bar, boire des coups et tout, mais c'est peut-être pas ce moment-là précisément le plus important de votre journée ou de votre semaine. Mais c'est un moment humain dans lequel on va pouvoir vraiment partager quelque chose et dans lequel on va vraiment pouvoir s'interpeller et peut-être même sans s'injurier, sans faire de trucs. Et je crois que nous, on a vécu un monde sans technologie. Les plus jeunes de la salle, un peu moins, mais quand même. Et je crois que les jeunes d'aujourd'hui ne le vivront pas. Et donc il va falloir arriver à les aider à trouver leur propre manière de réagir face à tout ça. Quand j'ai commencé les premières interventions, on était pas très longtemps après Charlie. J'ai entendu un peu les choses que Sophie a entendues aussi, mais qui ne sont pas très agréables à entendre. En plus, j'avais un certain nombre de copains dans la rédaction ce jour-là. Et en fait, moi, je suis rentré dans les classes un peu paniqué, à l'idée de me retrouver face à des hordes de gosses complotistes, et que ça allait être vachement difficile. Alors, ça n'a pas été toujours facile, il y a eu des moments où c'était compliqué, quand on se fait faire des quenelles par des gosses de 13 ans, ça fait un peu bizarre. Mais en fait, je ressors de ces interventions avec déjà une immense énergie, une immense volonté d'agir, pas du tout l'envie d'arrêter, au contraire. Et surtout, une vraie conviction, c'est que, une double conviction, c'est que cette jeunesse a besoin de nous, et en même temps, qu'elle est hyper capable de faire des choses merveilleuses. Et qu'elle est le vrai espoir et le vrai avenir pour nous tous, quoi. Et donc, je suis vraiment rentré un peu comme un dépressif neurasthénique dans ces salles de classe. Et maintenant, j'arrive même à sortir de prison vachement content. Comme je le disais tout à l'heure, pendant le déjeuner, il ne faut pas trop demander les dossiers des détenus. Mais parce qu'en fait, ceux qui participent le plus et qui sont le plus impliqués sont souvent... j'ai eu plusieurs cas de parcours un peu compliqués, quoi. Et moi, j'ai beaucoup moins l'habitude que vous de faire face à tout ça. Et donc, ça a parfois été un peu des douches froides en sortant des séances. Mais ce qui est sûr, c'est que ça marche. Ça marche, en fait, d'avoir ces discussions-là. Ça marche d'aborder ces questions-là. Et ça marche d'autant plus qu'on essaye d'en discuter et pas d'imposer une vision du monde, une vision des choses et tout. In fine, oui, on impose une vision du monde et une vision des choses, mais on l'impose par la rationalité et en utilisant la table, en posant tous les mêmes choses sur la table, et c'est eux qui vont vers cette explication. C'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment pas du tout de faire un truc top-down, quoi, d'être l'adulte qui parle aux enfants et de leur donner la vérité comme ça. Ça marche pas. Enfin, moi, je pense que j'ai dû essayer au début, je m'en souviens pas, mais ça, en tout cas, je sais que ça marche pas. Ce qui est sûr, c'est que d'arriver à recréer une discussion et d'arriver dans la foulée à ouvrir un peu le dialogue là-dessus, et c'est déjà une énorme possibilité d'agir. Et ce que me disent les élèves, quand je fais sortir les enseignants pour qu'ils disent un peu ce qu'ils en ont pensé entre nous, ils me disent que c'est la première fois pour eux qu'ils ont pu parler de ces questions-là sans avoir l'impression d'être jugés pour ce qu'ils pensaient et d'être jugés pour leur vision du monde.
Et je crois qu'il faut quand même si il y en a qui n'en sortiront pas, je crois qu'ils sont une minorité. Enfin, si moi je me remets dans ce que je pensais quand j'avais 14-15 ans, j'en suis assez loin aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on est face à des adolescents et que à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui se passent et qu'il faut avoir une forme de distance aussi un petit peu. Mais là, je crois qu'il y a je crois qu'il y a une vraie possibilité de faire quelque chose. Et, et donc du coup, si vous voulez essayer de le faire, déjà on pourra en discuter un petit peu plus que ce qui était prévu dans la journée, parce que c'est un vrai complot pour me faire rester ici. Mon train a été annulé. Donc du coup, je reste plus tard, donc je pourrai répondre à toutes les questions en plus petit comité si vous le souhaitez. Et je mets aussi à disposition les matériels vidéo pour ceux qui le souhaiteraient, afin de pouvoir vraiment, si vous voulez, monter des séances et travailler sur ces questions-là. Voilà, je suis aussi, bien entendu, à votre disposition sur les réseaux sociaux. Non, pas Facebook et tout, mais sur Twitter, j'y suis encore pour des raisons professionnelles. Mais voilà, et au-delà de ce film-là, moi j'ai produit plus de 4 heures de format de toute durée, hein, des choses très courtes qui durent 2 minutes, des choses plus longues qui durent une trentaine de minutes, sur justement tout cet univers des théories du complot, des diverses croyances sur Internet. On a fait un gros truc sur le 11 septembre, bien entendu, où j'ai retrouvé un repenti des mouvements complotistes du 11 septembre qui explique qu'il a menti à tout le monde pour gagner de l'argent pendant des années, et qu'il ne faut surtout pas croire les gens qui vous disent que le 11 septembre c'est un coup des Américains. Enfin, ça marche pas mal ça en général, ça marche beaucoup mieux. Ça pour le coup c'est un truc qui marche. Le repenti ça marche. Mais on ne peut pas toujours l'avoir dans sa poche quand on va dans les classes. Et encore, je ne suis même pas sûr que ça marche pour tout le monde, mais ça marche quand il y a un peu d'espace pour de la rationalité. Et voilà, et donc il y a plein de choses. Après chaque attentat de l'année 2015 et 2016, on a essayé de déconstruire les récits complotistes afin de faire du contre-discours, mais ça c'est quand on pensait qu'on pouvait gagner ce combat du contre-discours, ce que je ne pense pas du tout aujourd'hui. Et voilà, et effectivement, moi, toutes ces questions de théorie du complot et de fausses informations sur Internet, ça m'a amené à m'intéresser à d'autres choses, et notamment à l'élection de Donald Trump en 2016, à l'impact des réseaux sociaux sur nos chemins de politisation. Et donc voilà, et je crois qu'il y a une vraie possibilité. Il y a une vraie possibilité, et en même temps, il y a un vrai risque. Et donc, il va falloir agir vite. Et pour les plus jeunes, essayer de les maintenir le plus longtemps possible loin de tous ces réseaux. Merci.